Alors, avant de commencer, pendant qu'on installe un petit peu les choses supplémentaires, je vais inviter les personnes qui sont au fond, si elles le souhaitent, à essayer de se rapprocher. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant que Archia terminait de répondre aux questions, on a installé sur cette partie-là de l'amphithéâtre des haut-parleurs, des petits tubes carrés là. Il va se passer quelque chose à l'intérieur de la zone délimitée par ces haut-parleurs. Donc si vous voulez profiter de cette expérience, il faudrait que vous soyez assis sur cette partie, pas d'obligation. Alors je vais essayer d'être brève, parce que c'est pas moi que vous êtes venu écouter, bien sûr, mais notre lauréat. C'est bon, donc, le prix Jeune chercheur sciences et musique est remis chaque année depuis la création des journées pour récompenser des travaux d'un jeune chercheur ou d'une jeune chercheuse. Alors par jeune, on ne regarde pas la carte d'identité, on ne regarde pas l'âge, les critères sont par rapport à la jeunesse de la carrière. Donc une thèse soutenue depuis peu, un diplôme d'ingénieur obtenu depuis peu par exemple. Et les critères d'élection sont non seulement bien sûr des qualités de qualité scientifique des travaux, c'est un prix pour un chercheur ou une chercheuse, mais aussi parce que c'est la journée sciences et musique et qu'on veut s'adresser à tous, sur les qualités de médiation scientifique, d'accessibilité du dossier, ce que le candidat ou la candidate nous raconte est compréhensible par tous, et sur la possibilité d'une démonstration de l'application des travaux présentés, et ça c'est ce qui vous entoure désormais, que vous pourrez entendre bientôt. Suite à un malheureux concours de circonstances, un certain nombre d'acteurs de ce prix ne sont pas présents aujourd'hui, donc ils ne pourront pas faire de discours. Mais ils m'ont transmis un discours à lire. Donc je voudrais remercier d'abord les personnes qui soutiennent ce prix, en particulier la Fondation Rénin, qui dote le prix, qui permet aux lauréats de recevoir une récompense concrète. Et puis l'Association française d'informatique musicale, qui soutient scientifiquement le prix et qui en particulier fournit des membres du jury pour étudier les dossiers de chacun. Donc je vais vous dire un petit mot de ces deux institutions qui, bien que non représentées par des membres, sont représentées par moi et souhaitaient évidemment féliciter le lauréat. Donc la Fondation Rénin te félicite, Pierre, par le biais de sa vice-présidente Sophie Langouette-Prigent. La Fondation Rénin, dite Progresser, Innover, Entreprendre, est un des outils d'ouverture de l'Université de Rénin vers le monde économique. Elle fonctionne depuis 8 ans grâce à des mécènes et des partenaires, plus de 1000 dons depuis 2010 de grands groupes PME, TPE et particuliers. Et grâce à cela, des actions sont mises en place pour rapprocher l'Université de Rénin des entreprises, favoriser l'innovation, le développement socio-économique. Des actions concrètes de sa part s'inscrivent dans ces 4 missions prioritaires: la valorisation de la recherche, le développement à l'international, l'insertion professionnelle des étudiants, et la 4e n'est pas dans le paragraphe, donc vous ne saurez pas. Allier les sciences et la musique est une belle découverte, j'espère que la journée vous en a convaincu. Mieux comprendre le fonctionnement des choses, aussi un défi d'actualité. Donc la Fondation Rennes, un partenaire de la journée sciences et musique depuis sa création, souhaite féliciter au nom de tous ses membres le lauréat du prix et espère qu'il vous aidera dans la suite de votre parcours. En ce qui concerne l'Association française d'informatique musicale, j'ai un petit mot également de ses 2 présidentes, Myriam de Sainte-Catherine et Anne Cédès. Donc l'AFIM, qui est née Association française et devenue Association francophone d'informatique musicale, existe depuis 2002, a pour but le développement de l'informatique musicale, de ses relations avec les autres disciplines artistiques et scientifiques en France et à l'international. Elle mène différentes actions au long de l'année, soutenues par la Direction générale de la création artistique, et offre un lieu de rencontre et d'échange aux personnes dont les travaux convoquent à la fois informatique et musique, dans le cadre de recherche fondamentale en informatique acoustique et traitement de signal, dans le domaine des sciences humaines, comme la musicologie qui emploie l'informatique comme aide à l'analyse, qui étudie les œuvres produites avec ces outils, et dans le domaine de la création musicale, qui emploie l'informatique pour la composition ou l'interprétation. C'est un peu long, je vais couper. L'AFIM organise ou co-organise des groupes de travail, dont un est né cette année sur l'archivage collaboratif et la préservation créative des œuvres de musique informatique, par exemple les choses
écrites avec des partitions compliquées que Archia vous a montré juste avant. Organise également un concours de logiciels libres destiné à la création musicale. Participe à la revue francophone d'informatique musicale et co-organise les journées d'informatique musicale, qui est un temps fort annuel, réunissant des chercheurs et des acteurs de la vie musicale, avec des conférences, des ateliers autour de logiciels, des installations artistiques et des concerts, un peu comme nous. En fait, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Donc la FIM est évidemment très heureux de s'associer à l'équipe de la Journée Sciences et Musique, d'avoir participé au jury du prix et souhaitant féliciter chaleureusement le lauréat de cette édition pour le travail accompli, en lui souhaitant que ce prix soit le témoin de nombreux autres travaux tout aussi intéressants et de qualité. Voilà, j'ai transmis les félicitations de la Fondation Rénin et de la FIM. Je vais maintenant te transmettre les miennes et celles du jury. Donc, je présente très brièvement notre lauréat qui s'appelle Pierre Lecomte. Je ne l'ai pas dit encore, mais vous pouvez l'applaudir. Dont le jury a particulièrement apprécié le dossier dans une compétition qui, je dois dire, était très relevée cette année, à la fois pour l'excellence de la recherche qu'il a présentée, mais aussi pour la clarté du dossier qu'il nous avait transmis et que nous allons pouvoir constater très bientôt, et pour la démonstration qu'il a proposée et dont vous allez pouvoir profiter très bientôt. Donc Pierre, je te félicite. Je te remets un petit papier symbolique pose mon ordi, que tu pourras prendre. Je vais te serrer la main et tout, ça sera plus. Voilà. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Surtout, je vais te laisser parler parce que c'est le plus intéressant quand même de la partie. Donc la parole est à toi. Merci beaucoup à l'organisation, au jury pour avoir retenu ma candidature. Ça me touche particulièrement et je suis très content de pouvoir aujourd'hui vous présenter ce petit système qui est mon système personnel que j'ai développé à la suite de mes travaux de thèse notamment, que je vais essayer de vous présenter avec les mains, en vulgarisant le plus possible pour essayer de bien expliquer ce qui se passe. Donc je vais peut-être brancher mon ordi pour y aller. Hop là. Donc alors mes travaux, ça consiste un petit peu à regarder comment est-ce qu'on fait pour mettre du son dans l'espace. Donc là, je vais surtout vous présenter une technique qui s'appelle l'ambissonie d'ordre élevé, qui est une approche, parce que donc, mettre du son dans l'espace, c'est d'avoir plein d'haut-parleurs autour de soi et d'essayer justement d'avoir l'impression que le son, il est là où on veut qu'il soit. On a vraiment l'impression spatiale. Il y a plein de façons de faire ça, et moi, j'ai beaucoup travaillé pendant ma thèse sur cette technique d'ambissonie d'ordre élevé. Alors, comment ça va se passer? Alors, la problématique générale de la synthèse de champs sonores, donc reconstruire en fait ce qui se passe dans la vie de tous les jours, il y a du son qui nous entoure de toutes les directions. Comment faire pour recréer ça ailleurs, en studio, dans un laboratoire, pour plein d'applications qui peuvent être musicales évidemment, mais aussi industrielles, si on veut faire des simulateurs acoustiques, pour, je sais pas, par exemple écouter l'ambiance qu'aurait une salle de concert sans l'avoir construite, pour faire des études de perception des bruits spatialisés, est-ce qu'on entend bien, on entend mieux au-dessous, en dessous, des choses comme ça. Donc la problématique qu'on pourrait se poser, c'est comment capter, comment enregistrer cette information spatiale, comment la manipuler éventuellement, comment faire des opérations, enlever certains bouts, garder ceux qui nous intéressent, mettre plus fort d'un endroit que l'autre, et comment reconstruire et le mieux possible avec, et sur la zone la plus grande possible évidemment pour que ça marche pour le maximum de personnes, toute ou une partie d'un champ sonore en 3 dimensions. Donc moi c'est voilà, sur l'aspect 3 dimensions aussi. Donc ici, par exemple, on voit des réseaux de microphones, là, circulaires ou sphériques, toutes des batteries de traitement du signal multicanal, donc des logiciels qui vont un petit peu faire toutes les opérations qu'il faut bien pour calculer, au final, les signaux des haut-parleurs. Donc ici, on voit des réseaux de haut-parleurs linéaires, sphériques, ou par exemple celui que vous avez autour de vous. Et l'enjeu, c'est qu'est-ce que je dois envoyer à ces haut-parleurs pour recréer ce que j'ai enregistré ici, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée. Alors, la présentation que je vais vous faire avant la démonstration, donc l'introduction, un petit peu de maths, j'ai essayé de pas trop en mettre, mais ma foi, il y en aura un petit peu quand même, et les 3 grandes étapes de la méthode ambisonique qui sont l'encodage, les transformations et puis le décodage. Ensuite, quelques photos de réalisation, et enfin la démonstration un peu plus didactique. Donc comme je vous disais, il y a plein de techniques pour faire mettre du son dans l'espace, et ça dépend d'abord de qu'est-ce qu'on cherche à faire. Est-ce qu'on cherche à la cible, c'est des auditeurs, c'est des êtres humains, où on cherche à leur donner une impression spatiale, ou alors est-ce que la cible c'est vraiment un simulateur acoustique où là on va essayer de remesurer avec des microphones et regarder qu'on a vraiment
reconstruit avec une grande précision le front d'onde, l'onde acoustique qu'on cherchait à faire. En fonction de ça, ce n'est pas du tout les mêmes approches éventuelles parce que pour ce que j'ai mis à gauche, là, on va beaucoup jouer sur la perception humaine pour créer une illusion sonore. On sait par exemple qu'on entend très bien sur le plan médian, mais on est un peu moins bon en hauteur. Des choses comme ça, on va pouvoir s'aider pour faciliter le travail et améliorer éventuellement la perception. Donc dans ce cas-là, j'ai mis la stéréo, qui est déjà très ancienne, où avec 2 haut-parleurs, on arrive en jouant sur l'amplitude de l'un ou l'autre à faire balader une source fantôme entre les 2 haut-parleurs. Donc si je prends les 2 haut-parleurs là par exemple, je ne fais jouer que celui de gauche, on entend le son là. Si maintenant les 2 jouent en même temps le même signal, on va l'entendre pile poil au milieu. Et ensuite en balançant un petit peu le niveau de chacun d'entre eux, on peut balader une source qu'on entendrait quelque part entre les 2. Ce concept a été étendu au système Surround, la 5.1, 7.1, 22.2 et j'en passe, qui sont par exemple très présents au cinéma. Plus récemment, Dolby Atmos en 3D, où on a des haut-parleurs au plafond, Euro 3D, VBAPS, qui sont des techniques. Bon. Et de l'autre côté, la synthèse physique de champs sonores, où là, il y a vraiment des notions mathématiques, où on va reprendre les équations de la physique, de l'acoustique, essayer de les décrire pour reconstruire, resynthétiser précisément ce qui se passe. Donc là, j'ai mis le binaural, qui est très répandu maintenant dans tout ce qui est réalité virtuelle, donc c'est le son 3D au casque. Le transaural, c'est la même chose, mais sur des haut-parleurs. La Wave Field Synthesis, qui est une approche assez connue, mais qui utilise des réseaux de haut-parleurs très denses, des line arrays. L'ambisonie, donc de premier ordre, qui est un peu ancienne, je vais vous un slide là-dessus. L'ambisonie d'ordre élevé, qui est le sujet aujourd'hui. Éventuellement des problèmes inverses acoustiques, bon, je vais passer là-dessus. Alors justement, l'ambisonie. Alors maintenant, on va attaquer plus l'ambisonie. Donc, l'ambisonie, ça a été introduit par un ingénieur anglais de la BBC qui s'appelait Michael Gerson, là, qui est en photo, et qui a eu l'idée dans les années 70 de construire un microphone qu'on voit à droite, là, le microphone Soundfield, qui captait, quand on met un microphone dans l'espace et on enregistre le signal, on a juste en fait l'information de pression acoustique à cet endroit-là. Bon. Avec ça, on est bien avancé parce que si je le rejoue sur un haut-parleur, j'ai juste cette information. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe tout autour, voire sur toute une zone. Donc je peux en prendre plusieurs, faire une antenne. Et lui, il a eu l'idée de faire des micro-coïncidents qui sont tous les uns autour des autres, autour du même point. Et un petit peu en combinant les signaux de tous ces micros, on va pouvoir mesurer à la fois la pression, mais aussi les 3 vitesses particulières, les 3 gradients de pression dans les 3 directions. Et ça, déjà, ça va un petit peu donner beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe autour de ce point, spatialement. Donc de là est né le format quadraphonie dans les années 70 et le B-format qui était la pression et les 3 gradients de pression, W, X, Y, Z. Ensuite, dans les années 2000, ça a été étendu aux ordres plus élevés, donc je vais vous expliquer, qui sont des ordres physiques au-dessus de la vitesse, qui sont des moments du champ acoustique, mais un peu plus complexes, disons. Alors la méthode, voilà un petit peu sur quoi elle repose. Il y a 2 grands aspects qui sont la spatialisation ou la reproduction d'enregistrement 3D. Alors la spatialisation, ça consiste à dire, je prends un signal, une musique, n'importe quoi, que j'aimerais mettre dans l'espace. Donc moi, je vais lui donner des informations de coordonnées, je veux qu'il soit à telle distance, tel azimut et telle élévation dans l'espace. Et l'ambisonie, en fait, ça va passer par un formalisme d'encodage. Donc ça va prendre ce son et ça va le décrire dans une base que je vous montrerai juste après, qui s'appelle les harmoniques sphériques. Donc c'est un domaine mathématique un petit peu abstrait. Et là-dedans, je vais pouvoir m'amuser et faire des transformations. Par exemple, le faire tourner, faire des symétries ou d'autres choses. Et enfin, la dernière chose, c'est le décodage, c'est-à-dire de ces informations dans le domaine des harmoniques sphériques, je vais pouvoir reconstruire ça sur un réseau de haut-parleurs, ou quels signaux je dois envoyer au haut-parleur pour reconstruire un son qui serait à telle position dans l'espace. Voire, on peut même le faire au casque pour la réalité virtuelle. Alors je vous montre ça parce qu'en fait, ce qui est très, très sympathique dans cette approche, c'est qu'elle est totalement flexible vis-à-vis du système de capture et du système de restitution. Parce qu'une fois qu'on est encodé, on oublie comment est-ce qu'on est arrivé dans le domaine. Donc tout ça pour vous dire qu'on est, jusqu'à présent, en fait, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on avait tout le temps besoin de penser où sont les haut-parleurs pour jouer justement sur le gain. Celui-là, je dois mettre un peu plus fort pour amener le son par là, etc. Et là, en fait, le fait de passer dans cet espace de représentation, on a juste à se dire, je veux un son qui passe devant, etc. Et c'est le décodeur qui, lui, va adapter cette description au système. Donc ça peut marcher sur le réseau de haut-parleurs là, sur un autre sphérique, au casque. Donc c'est très très flexible de ce point de vue-là. Et donc l'autre branche aussi, c'est avec des réseaux de microphones, donc qui sont
le plus classiquement sphérique, parce qu'ils écoutent un peu dans toutes les directions, on va pouvoir justement encoder et décrire ce qui se passe dans ces harmoniques sphériques. Faire les transformations, décoder, et éventuellement même joindre les deux. Donc je peux enregistrer une ambiance et lui rajouter des sons par-dessus, décrire tout ça dans les harmoniques sphériques, et ensuite le décoder. Bon, alors maintenant un tout petit peu de mathématiques pour voir un petit peu ce qu'il y a en dessous de cette méthode, comment ça se passe cette description. Donc l'ambissonie utilise des harmoniques sphériques, on décrit tout dans un système de coordonnées sphériques. Donc un petit peu de retour là sur des systèmes de coordonnées. Donc ici on voit l'azimut, l'élévation et le rayon. Donc dans un système plutôt cartésien x, y, z, on décrirait avec ces équations-là comment passer de l'un à l'autre. Et alors les harmoniques sphériques, ce sont ces espèces de fonctions là. Donc grand Y, Mn, donc M c'est l'ordre ambisonique et N le degré. Et on voit que c'est des fonctions qui dépendent de l'azimut et de l'élévation. Donc c'est des fonctions directionnelles. Bon, c'est un petit peu complexe, je vais passer les détails de comment on les calcule, mais je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Donc voilà par exemple à droite les premières. Donc la toute première, c'est l'ordre 0, ça vaut 1. Ça vaut 1 quelle que soit la direction. Et bien ça en fait c'est proportionnel à la pression qu'on enregistrait si on mettait juste un seul microphone. Les trois suivantes, on voit qu'elles ont des allures de dipôle, elles ont deux lobes principaux qui sont les trois directions. Et bien ça, c'est proportionnel au gradient de pression, à la vitesse du point. Et ensuite, à l'ordre 2, c'est un peu plus complexe. Et on peut aller à l'ordre 3, à l'ordre 4, à l'ordre 5, et on va en avoir de plus en plus, sur un arrangement pyramidal. Et plus je vais en prendre, en fait, plus je vais pouvoir décrire ce qui se passe autour de mon point de mesure. C'est un petit peu l'analogie si j'avais une fonction complexe, et je viendrai la décrire avec, si vous avez fait ça, des séries de Taylor, où je vais faire une somme de petits termes, et plus j'en prends, plus je vais pouvoir approcher ma fonction, la lisser, quoi. Et donc là, en fait, c'est à peu près la même idée, c'est plus je vais prendre de termes dans ma description, plus je vais pouvoir expliquer ce qui se passe loin de mon point de mesure. Alors ça, c'est les opérations pour faire cette projection. Donc on utilise le produit scalaire sphérique. L'idée, c'est d'avoir une sphère, d'intégrer sur la sphère la fonction, et de la projeter sur ces harmoniques sphériques. Bon, je vais vous passer tous ces détails-là. C'est un peu la même analogie qu'une transformée de Fourier dont on parlait au tout début dans le premier exposé, où on a un signal temporel qu'on vient décrire comme une somme de sinusoïdes à différentes fréquences. Et bien là, on a un signal qui est spatial, qui dépend des directions, qu'on vient décrire comme une somme de termes qui sont sur les harmoniques sphériques. Alors maintenant, l'encodage. Comment j'ai ce cadre mathématique, comment je vais faire pour spatialiser justement? Alors, c'est là qu'est un peu le secret de cette technique. On a une équation physique qui est assez connue en acoustique, qui s'appelle l'équation de Helmholtz, qui dit que, donc du moins dans le problème intérieur, si je prends un volume où il ne se passe rien, il n'y a pas de source acoustique, où toutes les sources sont en dehors, donc les choses qui font du bruit sont en dehors de ce volume, et bien dans ce volume, la pression, elle doit respecter cette équation qui est en haut. Où K, c'est relié à la vitesse, à la fréquence du son. Le petit triangle, c'est un Laplacien qui est relié à la dérivée spatiale de la pression, égale 0. Bon. C'est une équation, donc il faut la résoudre. C'est quoi la solution de P? Et quand je cherche la solution de la pression en coordonnées sphériques, eh ben, j'obtiens cette équation là qui est une somme. Donc ça fait peur un peu comme ça, mais donc la somme, elle est une somme infinie qui vous dit que la pression en tout point de mon volume là, c'est une somme de termes qui font intervenir des fonctions de Bessel ici et des fonctions harmoniques sphériques que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup, ces fonctions-là, en fait, elles sont fixes, c'est des fonctions mathématiques, qui sont toujours les mêmes. Les harmoniques sphériques, c'est pareil. Donc d'un champ de pression à l'autre, la seule chose qui va changer, c'est les coefficients là, les BMN. Donc si je prends que les 4 premiers, je retombe sur ce que Gerzon faisait. Et si j'en prends plus, je vais pouvoir aller de plus en plus loin. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Là, par exemple, j'ai le petit point rouge qui émet juste un son à une fréquence. Donc il a une sinusoïde. En 3D, on voit ce que ça donne, et en 2D ici. Et si maintenant je prends cette équation et je la décris jusqu'à l'ordre 5, parce qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir prendre une infinité de termes. Quand je vais les mettre dans l'ordinateur, il va falloir couper à un moment. Donc ici, il n'y a plus l'infini, mais juste 5. On voit qu'en fait, j'arrive à avoir la même chose, mais sur une zone spatiale qui est limitée. Et la règle qu'on se donne, c'est l'ordre de troncature, M. Il est relié à la taille de la zone et à la fréquence du son. Je vous illustre ça un peu plus facilement. Là, on a des sons à différentes fréquences, de plus en plus aigus. Et si maintenant je prends mon équation de tout à l'heure, j'utilise pour les décrire que
que l'ordre 1, donc il n'y a pas beaucoup de termes dans ma décomposition, on voit que la zone spatiale, elle est assez petite, et plus on monte en fréquence, plus elle s'effondre. Par contre, si je commence à prendre l'ordre 2, j'étends ma zone, l'ordre 3, etc., l'ordre 4, et plus ça passe, plus j'augmente la résolution spatiale de ma description. Donc ça, c'est un peu la limite de l'ambisonie de ces techniques, c'est qu'il va falloir, si on veut vraiment décrire avec précision sur une très grande zone, il faut prendre énormément de termes. Et c'est pas forcément nécessaire quand le public est un être humain, parce que justement, on va quand même reconstruire des indices de localisation qui vont aider à donner l'illusion aussi. Donc voilà pour cet aspect-là. Alors voilà des sources simples. Donc, quand on écrit un petit peu toutes les démonstrations, on peut faire des sources qui sont comme des ondes planes. Ça veut dire que c'est une source qui n'a pas de notion de distance. C'est comme si elle était à l'infini. Ou autrement dit, si je tourne la tête, je ne peux pas localiser un point dans l'espace, mais c'est vraiment une direction. Et bien ça, on connaît les descriptions analytiques qui sont données là. Enfin, qui font intervenir des harmoniques sphériques. Et une onde sphérique, donc une onde qui, elle, a une notion de distance, on connaît aussi les descriptions. Donc des sources simples, c'est-à-dire moi je peux dire je veux qu'une musique, ça soit une onde plane qui vient de là, je vais utiliser cette équation. Ou je veux que mon onde soit une onde sphérique qui est à cette position, je vais utiliser cette autre équation. Donc des équations qu'on peut calculer, quoi. Et à l'inverse, l'autre chose qu'on peut faire, c'est l'autre branche, la capture des champs sonores. Et là, on va utiliser des réseaux de microphones. Donc le microphone est sphérique le plus souvent. Alors pourquoi il est sphérique? Parce que justement c'est une technique qui ne privilégie aucune direction, donc on va écouter de la même manière dans toutes les directions. Donc on va avoir un réseau de micros sphériques qui est en fait l'extension du micro que je vous montrais tout à l'heure à l'ordre 1. Et ce micro, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à faire cette projection qu'on expliquait tout à l'heure. Donc il cherche à faire l'intégrale sur une surface sphérique et la projeter, expliquer ce qui se passe autour de lui avec cette base de fonctions que sont les harmoniques sphériques. Évidemment, ça va plus ou moins bien marcher en fonction du nombre de micros que je prends, de la taille du micro, etc. Il y a pas mal de compromis à ce niveau-là, mais c'est un peu ça le principe. Donc voilà, alors maintenant j'ai en fait en quelque sorte j'ai des coefficients, les BMN que je vous montrais tout à l'heure, qui expliquent mon champ sonore, et plus j'en prends, plus il explique avec précision. Donc ces coefficients, je vais les stocker sous une forme d'un vecteur. Donc un vecteur, c'est l'ordre 0, l'ordre 1, l'ordre 2, etc. Donc je les mette les uns en dessous des autres. Et ce vecteur-là, en fait, encore une fois, il est l'image du champ sonore qui est autour de moi. Et ce qui est vachement cool avec ça, c'est que ce vecteur, on peut lui appliquer des transformations. On peut faire des opérations matricielles, hein, pour ceux qui connaissent un peu les matrices. Donc dans cette matrice, il va y avoir des petits termes qui vont décrire des transformations. Alors les transformations qu'on peut réaliser, c'est encore une fois une rotation. Si par exemple, voilà, j'ai une source ici, une source là, et je lui applique une matrice de rotation de 90 degrés, hop, et tac, ils vont passer ici par exemple. On peut aussi avoir une opération de symétrie, où les sons vont passer l'un au-dessus, on va avoir des symétries comme ça. On peut faire du filtrage, donc c'est-à-dire que moi je veux écouter plus que celui-là maintenant, donc on va vraiment focaliser sur ce son-là, etc., etc. Mais c'est toujours à peu près la même forme, ça va être dans une matrice qu'on va appliquer sur un vecteur, donc dans le flux des signaux. Et la matrice, elle n'est pas nécessairement carrée, bon ça c'est un détail, il y a certaines transformations qui peuvent demander, pour que ça marche bien, d'aller décrire encore plus finement le champ sonore en sortie pour ne pas louper d'informations. Typiquement le focusing, le filtrage directionnel. Alors quelques transformations que j'illustre avec quelques visuels. Donc là on voit un petit bonhomme au milieu, et autour de lui c'est un réseau de haut-parleurs sphériques. Alors c'est les réseaux où laquelle la technique marche le mieux quand on reproduit le champ sonore. Et on voit que la taille les petites boules, c'est les haut-parleurs, et plus ils sont gros, plus ils sont rouges, plus ils jouent fort. Voilà. Et ici on voit ici à gauche, j'ai mis un son au-dessus à la verticale, et on voit que c'est les 5 au-dessus qui jouent vraiment le plus fort. Donc la personne qui serait dedans entendrait quelque chose au-dessus d'elle. Et maintenant, si j'utilise cette transformation de symétrie, donc j'ai dans une matrice, je vais appliquer, là on voit un petit visuel où c'est marqué devant, derrière, gauche, droite, au-dessus, en dessous. Et là je clique sur au-dessus, en dessous, et hop, j'ai inversé les directions. Mais c'est-à-dire que je les ai inversés dans le domaine des harmoniques sphériques et pas au niveau des haut-parleurs. Ça se fait automatiquement en quelque sorte, encore une fois. Une autre transformation, la rotation, là j'ai dit je veux tourner à gauche, donc allez, on peut tourner. On a un petit slider, on peut tout faire tourner autour de soi. On peut ensuite, ce qui est assez sympa aussi avec cette technique-là, c'est faire ce qu'on appelle de la formation de voix ou du beamforming. C'est qu'on peut extraire, vu qu'on a un microphone qui écoute dans toutes les directions, on peut ensuite extraire un signal
comme si j'avais eu un microphone directionnel, ou un microphone qui n'écoutait que par là-bas, et il écoute rien du tout du reste. Et bien, en partant de la description complète, on peut faire un petit peu manipuler les signaux, et hop, on en sort un signal, comme si mon microphone il avait une fonction de directivité de cette forme-là. Cette fonction de directivité, ça veut simplement dire que si je suis devant, là, c'est très fort, enfin, on entend très bien, et si je me mets là où c'est 0, bah, on n'entend plus rien, et puis il y a encore un petit lobe derrière, et donc du coup, on peut utiliser ça. Et encore plus fort, on peut même laisser une scène sonore et en enlever que certains bouts. Donc là, vous voyez, j'ai un son qui vient de gauche, un son qui vient de devant, donc on voit que les zones rouges. Et là, j'ai visé avec mon espèce de fonction de dessus, là, celle-ci, là, juste devant moi. Et donc du coup, j'ai dit, taisez-vous à gauche, j'allume le truc, et hop, on voit que je commence à focaliser de plus en plus. Et je peux aller de plus en plus directif, si je veux. Et à l'extrême, on peut vraiment même viser juste un seul point ou juste une direction et écouter ce qu'il en ressort. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour les transformations. Et la dernière étape, pour vous montrer concrètement comment ça marche, le décodage. Alors l'opération la plus intuitive qu'on pourrait expliquer, ça serait par mode matching ou raccordement modal. Donc l'idée c'est que je dispose de haut-parleurs autour de vous et je vais modéliser ces haut-parleurs comme des sources ponctuelles. Donc je sais où elles sont dans l'espace et je dis que c'est une source ponctuelle. Or, une source ponctuelle, je sais la décrire sur ma base d'harmonique sphérique. Donc je sais que le haut-parleur là, son vecteur B, son vecteur des composantes harmoniques sphériques, je le connais. Celui d'à côté aussi, celui d'à côté aussi, celui d'à côté aussi, etc. Donc je vais pouvoir mettre tous ces vecteurs les uns à côté des autres et former une matrice, la matrice C là, qui est en fait l'image de mon système de restitution dans le domaine des harmoniques sphériques. Moi, j'aimerais bien reconstruire mon vecteur B, qui est ma scène sonore après que je l'ai transformé, j'ai fait mes opérations. Et du coup, quels sont les signaux que je dois envoyer à C pour que C fois S égale, autrement dit, quand tous mes haut-parleurs jouent en même temps, ça reconstitue le vecteur que je cherchais à faire. Ça, c'est ce qu'on appelle un problème inverse. Et on le résout en inversant la matrice et on obtient cette matrice de décodage. Et cette matrice de décodage, on la calcule une seule fois pour le réseau de haut-parleurs dans la salle dans laquelle on est. Alors voilà par exemple ce que ça donne. Donc là, j'ai une scène sonore à l'ordre 5, décrite, on l'a vu tout à l'heure, ici. Donc c'est juste une source acoustique très simple à une seule fréquence. Et ça, c'est si je la reconstruis avec un réseau sphérique de haut-parleurs, là il y a les petits points verts, en faisant ce calcul-là, et on voit que j'arrive à reconstruire à peu près la même chose. Donc évidemment, l'inversion, là, ça va être un petit peu le nerf de la guerre, parce que ça va beaucoup dépendre de où sont les haut-parleurs, combien ils sont et comment ils sont répartis. Et là où ça marche le mieux avec ces techniques, c'est quand les haut-parleurs sont sur une sphère et répartis le plus régulièrement possible. Donc évidemment, là, typiquement, je n'ai pas pu mettre une sphère de haut-parleurs autour de vous, c'était un peu contraignant. Donc j'utilise une autre approche, alors juste c'est là pour vous préciser ça, qui est une approche de décodage hybride qui s'appelle le décodage Allrad dans le jargon, où on va faire, donc voilà, comme je dis, des configurations sont des configurations non régulières. L'inversion de cette matrice, elle est très problématique. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient le faire en deux fois. Donc, dans la démo que vous allez avoir, je décode sur une sphère virtuelle qui est autour de vous, avec plein de haut-parleurs, que je n'ai pas, mais mon ordi peut calculer les signaux virtuels si je veux. Et donc, le décodage va bien marcher, vu que j'ai une belle sphère. Et ensuite, chaque point de cette sphère, ça devient une nouvelle source virtuelle pour une technique de spatialisation qui s'appelle VBAP, là que je vous montre à droite, qui a été proposée par Villepucki dans les années 90, qui est très répandue, qui est un peu l'extension du stéréo en 3D. L'idée, c'est qu'on prend les trois haut-parleurs les plus proches de la source virtuelle qu'on cherche à reproduire, et ensuite on va faire une espèce de loi de barycentre pour calculer les gains que je dois envoyer à chacun des haut-parleurs. Autrement dit, si le haut-parleur en pointillé, je vais le mettre que à gauche, il va y avoir que le gauche qui joue. Si je le mets entre les deux en bas, il va y avoir que les deux en bas qui jouent. Et si je le mets vraiment dans le triangle actif, les trois vont jouer en même temps et perceptivement, on va l'entendre là où il est. Et donc ça, on va l'appliquer à chaque petit haut-parleur virtuel de ma sphère pour reconstruire le champ sonore. Et ça a le bon goût de bien se passer, parce qu'on n'a pas des problématiques d'inversion difficiles qui donneraient des résultats très mauvais. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Donc voilà un peu pour la méthode. Alors quelques réalisations. Donc le micro que je vous ai montré tout à l'heure, c'était un micro qu'on a fait durant ma thèse, donc avec maintenant des MEMS, c'est les mêmes microphones que vous avez dans les téléphones portables, qui sont répartis sur une surface imprimée en 3D.
Des microphones dans le commerce, il y en existe. Hein. Je vous montre ici un HeigenMic qui est assez répandu, ce qui est le plus ancien et un des plus utilisés dans les laboratoires de recherche, mais qui coûte très très cher. Et à droite, le Zilia, qui est, pour leur faire un peu de pub, c'est un micro qui coûte pour le coup, moins de 1000 euros et qui permet de faire des captures jusqu'à ordre 3. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'on fait maintenant. On va utiliser ça pour tout ce qui est VR, réalité virtuelle. On utilise pour enregistrer le son, ça écoute partout, et ensuite des caméras qui viennent voir la vidéo partout, et ensuite on va, typiquement ce que vous avez dans des démonstrations comme il y a aujourd'hui. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une démonstration qui utilise un Zilia, celle de Nicolas Epinal. Des réseaux sphériques, donc ça c'est ceux que j'ai fait pendant ma thèse, donc je vais essayer de vous expliquer que c'était là les plus sympathiques pour faire bien le travail, disons voir. Donc ça c'est une qui est au CNAM à Paris et l'autre qui est à l'université de Sherbrooke au Canada, donc des réseaux à 50 haut-parleurs. Voilà, ici pendant une démonstration à la SAT à Montréal. Alors moi j'ai pas mal codé toutes les équations que je vous ai expliquées, là je les ai implémentées dans des petits logiciels libres qui est sous le langage Faust, donc peut-être quelqu'un que des gens connaissent ici, qui c'est une petite suite qui s'appelle AmbiTools, voilà, et qui va être utilisée pour piloter le système dans quelques minutes. Et puis bah, allons-y pour la démonstration. Donc c'est fait avec le système, ça c'est mon appartement à Lyon. Quand j'ai développé le système, voilà, c'est un peu pour montrer comment on peut faire avec quelques haut-parleurs, quelque chose déjà qui donne une petite impression spatiale, avec pas trop de moyens, quoi. Donc là voilà, par exemple dans un amphithéâtre comme ici, en quelques installations. Ici c'était au centre Pompidou. Et puis bah, alors c'est parti. Donc alors comment on va faire ça? Je crois que je me débranche ici et je vais aller sur l'autre ordinateur. Ah, là, je vais donner un petit coup de main juste. C'est bon, t'as trouvé. Ouais, c'est là. Voilà. Ah bah super. Alors allons-y. Alors c'est un peu le crash test, hein, voilà. Donc voilà, voilà le petit vumètre dans un langage qui s'appelle processing. Donc vous voyez là le petit bonhomme au milieu, bah, c'est la bonne personne, l'heureuse personne qui est au milieu du système. Et les petits points verts autour, bah, c'est les haut-parleurs autour de vous. Alors là dans la main, j'ai une manette de PlayStation. Je ne sais pas si vous la voyez. Et puis bah, j'ai un petit script qui me permet là avec le joystick de bouger des sources sonores autour de vous. Donc là je change la deuxième. En bleu c'était pas un bon choix de couleur visiblement. Et du coup voilà, bon là on n'entend rien parce que j'ai pas branché de son. Alors je vais mettre un son et puis le faire tourner autour de vous. Donc c'est la première approche, c'est la spatialisation. Donc je prends un son et à chaque instant en temps réel, mon petit code là, je lui donne, avec le joystick je donne des coordonnées. Vous les voyez là en rouge les valeurs x, y, z ou r, θ, delta. Et derrière ce qui se passe c'est la calcul que je vous ai montré. Donc on a la décomposition et ensuite on vient décoder sur ce système. Bon là c'est de blabla, je vous passe du son. Alors voilà. Donc là, vous voyez, c'est aussi une affaire de perspective. Il y a toujours cette problématique de représenter quelque chose en 3 dimensions sur un écran en 2 dimensions. Il faut un peu voir, voilà. Donc là, vous devez l'entendre à votre droite. Là, je le rapproche de moi. Voilà, je vous le fais passer derrière, là. Voilà. Super. Alors, je vais mettre un deuxième son. Piano, voilà. Que je mets à droite, là. Voilà, et puis on peut s'amuser à vraiment composer une petite scène sonore, là. On va s'envoler. J'ai aussi un mode vitesse rapide, je crois. Voilà. Et on peut s'amuser à ce genre de truc. Donc bah, voilà pour cet aspect spatialisation. Alors je vais juste vous montrer... ça c'est pour les geeks. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc là à gauche, c'est des fils et j'ai vraiment tout explosé en petits modules pour qu'on comprenne bien le flux des signaux. Donc ce qui est à gauche, là c'est un lecteur, c'est comme Audacity mais en plus gros, là c'est ce truc-là qui lit des fichiers sonores. Et parmi ceux-là, il y en a un là qui s'appelle Rossignol, vous voyez là, out. Et celui-là, je l'envoie, si on suit le fil, il va aller dans encodeur. Donc l'encodeur, il prend le signal mono,
Et on voit qu'en sortie, il redonne ce vecteur de signaux en bisonique, ici jusqu'à l'ordre 3. Et ensuite, ce vecteur-là, il est chaîné dans plein d'effets que je vous ai un peu montré. Donc mirroring, rotator, beamforming, des transformations. Et à la toute fin, il va sur le décodeur qui, lui, prend les signaux en bisonique et calcule les signaux de haut-parleur. Et ensuite, ça va à la carte son. Donc, j'ai juste, par exemple, vous montrer le mirroring, l'effet mirroring. Donc, on va le mettre en place. Donc là, il n'est pas actif. Mais vous voyez que si je clique sur... ça va l'activer normalement. Donc, pour bien se rendre compte, je vais mettre du son, c'est quand même mieux. Allons-y. Hop là. Allez, allez. Voilà. Donc là, j'ai l'oiseau à gauche et le piano à droite. Alors, croyez-moi, regardez, j'enlève la manette de PlayStation. Et là, du coup, je vais inverser les directions dans cette scène sonore, mais c'est pas avec la manette de PlayStation que je vais le faire, c'est vraiment une description de la scène sonore. Donc là, je vais cliquer sur gauche-droite. Et normalement, vous voyez, ça s'est inversé. C'est le type de transformation qu'on peut faire. Voilà. Je peux aussi m'amuser à... Je vais en mettre un petit peu encore. Qu'est-ce que j'ai d'autre à disposition? Le rotator, par exemple. Donc celui-là, qui permet de faire tourner selon les 3 angles de l'air. Donc Yo, c'est l'horizontal. Et là, je suis en train de faire tourner autour de vous une scène sonore, quoi. Voilà. Je remets à 0. Donc voilà un petit peu le genre de choses qu'on peut faire. Alors maintenant, assez écouté d'oiseaux, on va écouter des trucs un peu plus polluants, donc une voiture qui va passer. Allons-y. Alors, hop là. Et là, je vais vous expliquer un peu le... D'abord, je vous laisse écouter. Il n'y a pas grand-chose à voir, c'est juste à écouter. Alors, excusez pour le vent dans la prise de son, j'avais pas de bonnette anti-vent et du coup le vent va s'entendre. Voilà. Problème classique de prise de son. Ça, pour info, c'était enregistré avec le micro que vous aviez vu en photo avec les petits MEMS, là, les trucs imprimés en 3D. Ouais. Ce qu'on vient d'entendre, c'est que les micros ont saturé. Et voilà pour cet enregistrement. Donc, je vous ai laissé content à la fin parce que j'allais me garer là, il me semble. Je fermais la portière, je secouais mes clés en tournant autour de vous et je rentrais chez moi et je claquais la porte derrière. Donc, je vais vous montrer les photos de la prise de son juste pour vous rendre compte comment on s'imagine des choses loin de la réalité. J'imagine souvent quand on demande des séances d'écoute et on n'a pas vu on n'y était pas, c'est un peu difficile, dur de. Donc voilà le micro, ma voiture là à gauche qui est sur votre gauche du coup là-bas. Et puis, du coup, si je défile, voilà, le micro vu de devant, là, donc ça c'est comme si j'ai pris une photo de vous en face, c'est la porte derrière qu'on voit que je claquais, et voilà, la prise de son.
Donc on va continuer un petit peu, juste une... je vous passe très rapidement une prise de son dans une ferme. La prochaine, elle est un peu... Enfin, vous allez me dire. Ah oui, je vous rajoute un petit oiseau, histoire de... Voilà. Alors là, en même temps, je suis en train de rajouter une source, vous voyez, par-dessus la scène enregistrée. Donc on peut combiner les deux, quoi. Mais ce qui est intéressant dans cet enregistrement, c'est qu'il y a un avion. Et vous l'entendez où, cet avion? Ouais, alors c'est quand même assez curieux, vous entendez l'avion au-dessus alors qu'il n'y a pas de haut-parleur pour le faire, quoi. Donc ça, c'est vraiment aussi typiquement un effet perceptif, hein, ou même cognitif là, qui va bien m'aider, moi, parce que si je viens mesurer, je vous garantis qu'il n'y a pas grand-chose qui vient du dessus, là. Mais c'est surtout, vu que c'est un avion et que tout le monde est habitué à entendre un avion dans le ciel, bah, le travail est fait, quoi, sur la perception. On va vraiment l'entendre au-dessus, quoi. Alors que le réseau, il est pas, c'est pas un dôme, quoi. Donc il y a aussi ça qui aide beaucoup, hein, quand on reproduit des enregistrements. Alors le prochain, je vais vous passer la répétition avant un concert de musique classique. C'était au Conservatoire de Paris. Et ça, c'est pour vous montrer l'histoire d'exploration de scènes sonores, de filtrage directionnel. Là, là, on entend ce qu'on appelle le cocktail party. Ça, du brouhaha partout, des gens qui parlent, un peu difficile de se rendre compte de ce qui se dit. Et moi maintenant, je vais appliquer, là, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fonction de directivité que je vous ai montrée dessus, et je vais dire qu'est-ce qui se passe que là. Et je vais pouvoir tourner comme si j'ai une lampe de poche, et qu'est-ce que lui dit, qu'est-ce que lui dit. Donc je vais vous montrer le plugin en question. Je remets un tout petit peu avant pour avoir le temps de le faire. Alors, hop, voilà l'outil. Donc là, il est éteint, et je vais l'allumer. Et vous voyez, là, j'ai un petit gain pour mettre plus fort ou moins fort. Et là, j'ai azimut élévation. Donc là, le micro est un peu au-dessus de l'orchestre, donc je vise un peu en dessous. Et là, je vais venir tourner. Et on va pouvoir écouter. Vous voyez un peu les différents éléments. J'éteins et on repart dans l'enregistrement de départ. Donc voilà un petit peu. Donc c'est vraiment le truc d'espion là. Pour aller. Voilà. Après, il faut aller chercher les discussions pour un peu. Et là, on commence à comprendre ce qu'ils disent, quoi. Voilà l'idée. Alors, je vous passe la même chose pendant que les musiciens jouent, histoire qu'on se rende compte. Enfin, si on va écouter, on va essayer d'écouter que un instrument. Voilà. Alors j'allume. Je suis reparti de devant, voilà. Ah oui, là je suis sur la chef d'orchestre qui est derrière.
Je passe à droite. Donc là, on est plutôt sur les violoncelles. Petite corde. J'éteins. On repart en 3D, là. Je rallume, vous voyez. J'éteins. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et puis pour finir, je vous passe un enregistrement qui a été fait dans une chapelle au CNAM, dans la chapelle du CNAM, sur un concert de musique baroque. Et ça, c'est simplement pour se rendre compte un petit peu du côté 3D, ce que ça apporte, surtout sur la reverb. Donc là, je ne vais pas faire d'opération. Ah, peut-être celle-ci. Et allons-y pour ça. Voilà. Alors, est-ce que je trouve le décodeur ? C'est peut-être un peu fort pour les petites enceintes. Oui. Là, je suis fini. Voilà, on entend un petit peu la salle. Et là, par exemple, justement, pour s'en rendre bien compte qu'on est dans une salle, c'est si j'allume ce truc-là. Et que je vais aller viser... donc le micro est un peu devant les chanteurs. Là, je suis sur la voix d'un chanteur, par exemple. Voilà. Et si je vais aller viser ailleurs, là, on entend vraiment que l'effet de salle, en fait. Je suis en train d'écouter que derrière moi. Et voilà, et si je rallume... si j'éteins l'effet, pardon, hop, on repart dans la scène sonore 3D. Quoi. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec cette technique. Et encore une fois, hein, l'approche vraiment très sympa, c'est le fait d'être indépendant du réseau de haut-parleurs. C'est-à-dire que le travail là, moi je le fais en amont, et ensuite je vais l'écouter sur ce réseau-là, sur un autre, au casque. Donc le travail, on le fait qu'une fois, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller se dire, ah bah, dans cette salle, les haut-parleurs sont comme ça, je dois calculer tout mon mix pour tous les haut-parleurs, et après aller dans une autre salle et tout redémarrer de zéro, quoi. Le fait de passer dans cet espace des harmoniques sphériques nous permet vraiment de tout exprimer là-dedans, et de tout faire indépendamment du microphone et du réseau de haut-parleurs. Donc voilà. Bon, ça conclut ma présentation, et puis si vous avez des questions, ou vous voulez écouter des choses, ou quoi que ce soit, je suis tout à fait disposé. Merci. Pas de questions, non? Oui. En fait, bien sûr, et ça va être surtout pris en compte dans le décodeur, qui va compenser avec des lignes de rotor hein, qui sont induites dedans, si on veut, pour que tout le monde arrive en même temps, quoi. Donc, c'est quand on vient exprimer ces haut-parleurs comme une source dans l'espace. Donc, il y a une notion de distance par rapport au centre de nos haut-parleurs. Donc, distance, c'est temps de propagation, donc c'est phase. Et du coup, quand on va faire ça sous c'est une grande matrice qu'on va inverser, ça va être contenu dedans, oui. Ils vont être compensés en quelque sorte. Ouais. Donc oui, c'est un peu caché, mais c'est là. Oui. Alors, je vais vous remontrer ce que c'est. Alors, l'harmonique sphérique, c'est une fonction mathématique qui dépend de l'azimut, l'angle d'azimut autour de moi, et de l'élévation. Donc c'est une fonction de directivité, si on veut. Et on va se servir, il y en a plein, elles sont décrites avec deux indices qui sont M et N, et il y a une infinité de M et autant de N. Enfin, il y a plein, donc il y en a plein. Je vais vous remontrer le slide, ça va peut-être être plus explicite. Donc sur l'ordi là, normalement, j'ai mis les slides pour qu'on voit. Les voilà là, voilà, c'est celle-ci à droite là. Donc c'est des fonctions qui... Donc c'est vrai que c'est une notion qui est un peu dure à expliquer, à vulgariser comme ça. Mais c'est une famille de fonctions, et en mathématiques on peut appeler ça une base, parce qu'elles sont toutes indépendantes entre elles au sens de cette opération à gauche qui s'appelle produit scalaire sphérique. Bon, peu importe, mais ce qui veut dire que moi j'ai le
le son autour de moi, je peux l'exprimer comme une somme, comme une combinaison de ces fonctions-là, en fait. C'est ça l'idée. Donc moi, j'ai les outils mathématiques pour faire ça, et je vais dire que telle source autour de moi, ou tel enregistrement sonore, si je fais dérouler ma machine mathématique, c'est une somme de toutes ces fonctions-là. Et c'est l'équation que je vais vous montrer. C'est pas pratique. Hop là. C'était le slide d'après. Non, le slide d'après. Voilà, c'est l'équation là. Et donc vous voyez là le terme de droite où c'est marqué y petit m petit n, ça c'est les harmoniques sphériques. Et les petits termes devant, c'est les poids qu'on leur associe. Et du coup la pression là, dans le volume à droite, c'est une somme voilà, de ces harmoniques sphériques, avec des termes qui pondèrent. Et donc du coup, c'est vraiment moi les coefficients, parce que les harmoniques sphériques, c'est toujours les mêmes. Ça va être vraiment d'un champ de pression à l'autre, donc d'une source ou d'une situation A à une situation B. La seule chose qui va changer dans cette équation, c'est les BMN. Donc croyez-moi sur parole, mais si on fait la démo. Et donc du coup, si je travaille juste sur ces BMN, ça me suffit à décrire mon champ sonore en fait. Donc voilà. Et vous voyez que la somme elle est infinie. Donc normalement, pour que je décrive tout ce qui se passe à toutes les fréquences, tout bien jusqu'aux limites de mon domaine qui vont s'arrêter au haut-parleur, il faudrait que je prenne une infinité de signaux. Donc ça, évidemment, c'est pas possible. Et du coup, ce qui se passe dans la pratique, c'est qu'on n'en prend que quelques-uns. Et plus on en prend, mieux ça va être. Plus ça va être décrit loin et avec une résolution spatiale plus grande. Et il y a une petite règle du pouce qui dit que la zone dans laquelle ça va vraiment bien marcher, ou la zone d'écoute, ou le sweet spot, là, comme on aime souvent dire en ingénierie du son, elle va être proportionnelle à... C'est la formule en bas, là, KR égale M. R, c'est la taille de la zone. K, c'est la fréquence du son. Et M, c'est l'ordre jusqu'auquel je vais. Et du coup, je montrais sur les slides. Et là, on voit, par exemple, en bas à droite, que je vais jusqu'à l'ordre 5. Donc, je prends 36 fonctions. En fait, ça revient à faire ça en 3 dimensions. Donc, j'ai 36 termes pour expliquer le champ sonore en haut à droite. Là. Et du coup, j'en prends que 36 et pas une infinité. Regardez ce qui se passe. En fait, ça marche bien dans une zone au centre qui a un rayon tel que la petite formule là. Donc le petit cercle en rouge, il a ce rayon qui est proportionnel inversement proportionnel à la fréquence et proportionnel à l'ordre. Voilà. Donc c'est ça la limitation, quoi. Enfin, voilà. Je sais pas si. C'est vrai que c'est des notions pas trop évidentes à expliquer avec les mains, mais je ne sais pas si ça vous a convenu ou s'il faut que je remette une couche. Ok. D'autres questions éventuellement? Ça vous a plu la démo ou pas? Moi je suis assez intéressé de voir le ressenti que ça donne, si on y croit, pas du tout. On sent quand même les effets de spatialisation. Okay, ouais. Parce que là par exemple ce réseau-là, pour tout vous dire, il est vraiment pas... il n'est pas du tout optimisé pour ce problème-là. On est loin de la sphère, il y a beaucoup de couches qui font que ça marche, disons voir. Mais on peut, voilà, c'est aussi mon discours, on part de ça. Là je suis venu, vous savez, pour ceux qui étaient là, on met les enceintes vraiment avec une précision. Vous voyez celle-ci, elle est je crois à peu près 1 mètre à côté de là où elle devrait être, parce que j'avais pas assez de câbles. Mais ça marche quand même, vous voyez, c'est assez robuste comme technique, quoi. Bon, je pense qu'on va pouvoir remercier et féliciter une dernière fois Pierre. Merci.